Ensuite, l'aménagement de l'espace. J'aurais répondu, ça sur la Via Venezia. Alors, c'est un bouquet. Je vous remercie d'avoir posé quand même. Il fallait le faire. Alors, vous le savez, la ligne Avignon-Carpentras, c'est ouverte. Je ne sais pas, on a peu de recul, je crois que ça fait un an, on a peu de recul sur la rentabilité de cet objet. Mais c'est comme pour les transports en commun, puisque ça en est un transport en commun. C'est bien si c'est plein, c'est mal si c'est vide. Alors, il faut attendre un peu pour savoir si c'est plein ou si c'est vide. Si c'est plein, j'applaudirai. Je n'en suis pas sûr. Si c'est vide, ben, je déplorerai et je dirais que c'était une grosse bêtise que d'avoir réanimé cette ligne. Parce que gérer, ce n'est pas rêver. Gérer, ce n'est pas rêver. On est au pays des rêveurs et c'est pour ça qu'on meurt. Donc, il faut arrêter de rêver et il faut gérer. Et gérer, ça veut dire qu'on ne peut pas, l'argent public ne peut pas toujours financer les rêves qui soient culturels, qui soient économiques des élus, parce que le rêve coûte cher. Et la ligne Avignon-Orange-Carpentras, je ne crois pas qu'elle existe. Ce qui, je crois, existe, c'est la ligne Orange-Bulle-et-Baron. Alors, c'est une ligne à laquelle je suis très attaché, puisque j'ai circulé dans ce train, mais je pense à ma grande peine, que ça serait une hérésie que de vouloir rétablir cette ligne. D'abord parce que une partie des voies a été privatisée, donc a été vendue, donc c'est en plus totalement impossible. Mais pour les mêmes raisons, si cette ligne a fermé, c'est qu'il n'y avait pas assez d'utilisateurs. Et c'est pas parce qu'on va rêver qu'il va y avoir plus d'utilisateurs. Or, quelque chose est utile que si c'est utilisé. Ça, je sais que ça ne vous est pas accessible. Ça ne vous est pas accessible. Mais les choses sont utiles si elles servent. Si elles ne servent pas, elles sont inutiles et même nocives et même polluantes. Quelque chose qui ne sert pas pollue. Alors, il m'en reste une. Je l'avais gardée pour la fin, ou plutôt elle avait parlé l'an dernier. Alors, Madame Badinier, elle est extraordinaire. Vous savez que tout ce qui est excessif est dérisoire. Donc, comme d'habitude, vous êtes dérisoire. Vous avez dit qu'il n'y a rien dans le rapport. Vos collègues ont dit qu'il y avait trop de choses, que c'était mal fait. Vous dites qu'il n'y a rien. Donc, il faut vous entendre avec vos collègues. Concertez-vous, tant pis, hein, perdez 5 minutes. Ça vous évitera de nous faire perdre des demi-heures. Mais vous n'avez pas la parole, vous avez assez vomi, remettez-vous, c'est fini. Votre vomitoire est terminé. Allez, arrêtez-vous. Donc, ma politique est une malédiction pour Orange, et tous les Orangeois que je rencontre, et Dieu sait si j'en rencontre tous les jours, me demandent de rester. Et je vais vous faire une confidence, tant que je serai en bonne santé, je resterai là. Donc, à la vôtre de santé. On passe au vote, on vote pas ça. On vote pas. Ah, monsieur, bien sûr, on peut parler, il ne manquerait plus que ça. Voilà. Je vais vous parler du chômage. En CCAS, actuellement, nous avons besoin d'auxiliaires de vie. Parce que nous avons plusieurs personnes âgées qui ont besoin de prestations et donc nous voulons augmenter notre taux d'auxiliaires de vie et nous ne trouvons personne. Elle va vous en envoyer. Elle va venir d'ailleurs. Parce que quand on voit, quand elle calcule ce qu'elle gagne en tant qu'auxiliaire de vie, elle préfère rester au RSA et avoir toutes les prestations qui s'en suivent, plutôt que de venir. Et en plus, elle travaille le noir. Alors la CAF nous a dit qu'ils allaient faire un contrôle, mais nous n'avons pas de. Voilà, alors ne dites pas qu'à Orange, on cherche du monde, on a besoin de travailler. Ils ne veulent pas. Je crois qu'ils ont été me casser les pieds. Je les ai calmés. Oui, parce que vous avez parlé du chômage, vous avez parlé qu'à Orange, il y avait du chômage. Alors moi je vous dis qu'à Orange, nous cherchons les assistants de vie. Si vous en connaissez, envoyez-nous. Oui, mais à condition qu'elles veuillent rester, parce que certaines, quand elles voient le travail d'auxiliaire de vie chez les personnes âgées, elles ne veulent plus rester. Elles préfèrent rester au RSA. Alors envoyez-nous, si vous en connaissez, envoyez-nous, avec plaisir nous les prendrons. Peut-être un peu tort de nous demander à celle-là. Bon, on ne va pas faire un débat maintenant, l'adjointe au social a parlé. Maintenant, la parole est à Gérald Testanière pour le dossier numéro 4.
crois que j'ai bien mérité de voir. Bien sûr, je les reçois. Je les reçois personnellement. Alors, le dossier numéro 4, la déclaration des meublés de tourisme ou chambres d'hôtes et la dématérialisation des formulaires CERFA. Alors, la compétence tourisme a été transférée à la CCPRO le 1er janvier 2014. Néanmoins, les déclarations de mise à location de meublés de tourisme sont restées à la charge des mairies qui les hébergent. Jusqu'à présent, ces déclarations se faisaient sous forme papier par l'intermédiaire d'un document administratif à remplir auprès des services municipaux. L'Office du tourisme intercommunal vient de se doter d'un moyen moderne de gestion du tourisme et du recouvrement de la taxe de séjour qui rentrera en application le 1er janvier 2019. Dans ce logiciel, il est prévu une extension destinée aux communes visant à effectuer les déclarations CERFA par voie dématérialisée en se connectant sur un site dédié. La délibération d'aujourd'hui vise à acter la mise en place de ce module afin d'entrer dans une gestion modernisée de la gestion du tourisme. Il est évident que le personnel qui s'en est occupé jusqu'à maintenant est toujours à la disposition des personnes qui louent pour les orienter et les aider pour ces déclarations. Donc il est demandé d'approuver la dématérialisation des formulaires CERFA de meublés de tourisme et de chambres d'hôtes du territoire communal, ainsi que leur gestion via la plateforme Internet mise à disposition par l'OTPRO à cet effet à compter du 1er janvier 2019. Prendre acte que cette dématérialisation permettra à la CCPRO en charge du recouvrement de la taxe de séjour de tenir à jour la liste des hébergements du territoire et d'optimiser son recouvrement. Dire que la mise en place de ce nouveau service fera l'objet d'une communication adaptée de la CCPRO et de son office de tourisme auprès des élus, des agents communaux, des hébergeurs et des particuliers, et d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document afférent à ce dossier. Est-ce que vous avez des questions? On va se vote, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, le dossier est adopté. Je vous remercie. Dossier numéro 5. Alors, le dossier numéro 5, dérogation au repos dominical, les dérogations accordées par le maire, désignation des dimanches pour l'année 2019. Donc, vu l'article du Code du travail qui précise que l'arrêté du maire relatif à la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail est pris après avis des organisations d'employeurs de salariés intéressés, cette consultation ayant été lancée le 23 octobre 2018, donc ils nous ont tous donné des dates et donné leur accord sur les dates que nous proposons, considérant que le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par année civile, que cette liste peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins 2 mois avant le premier dimanche concerné par cette modification, considérant que la liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante, considérant que l'analyse de l'ensemble des certifications enregistrées et ressortent aux demandes de dérogation au repos dominical diffèrent selon le type de commerce de détail, il convient de proposer pour 2019 les dimanches par type de commerce de détail référencé par branche d'activité. Donc pour le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, 20 janvier, 17 mars, 16 juin, 13 octobre. Pour le commerce de détail d'équipement automobile, 1er décembre, 8 décembre, 15 décembre, 22 décembre. Les magasins non spécialisés, le 13 janvier, 30 juin, 8 septembre, 24 novembre, 1er décembre, 8 décembre, 15 décembre, 22 décembre, 21 décembre. Les magasins spécialisés alimentaires, 21 avril, 1er décembre, 8 décembre, 15 décembre, 22 décembre, 29 décembre. Les magasins spécialisés, les autres équipements de l'information et de la communication, le 8 décembre, 15 décembre, 22 décembre. Les magasins spécialisés biens culturels et de loisirs, 13 janvier, 8 décembre, 15 décembre, 22 décembre. Les magasins spécialisés d'autres commerces de détail, 13 janvier, 20 janvier, 30 juin, 7 juillet, 1er septembre, 8 septembre, 15 décembre, 8 décembre, 15 décembre, 22 décembre. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir émettre un avis favorable à la proposition de désigner le dimanche
pendant lesquelles les recours hebdomadaires pourront être supprimés selon le type de commerce de détail de l'autre précité. De préciser que cette liste pourra être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année et d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document afférent à ce dossier. Vous avez des questions? Oui, jusqu'à présent, c'est Macron qui a permis qu'on travaille beaucoup plus le dimanche, on ouvre beaucoup plus les magasins. Et jusqu'à présent, M. le maire, vous avez eu une attitude assez raisonnable parce qu'en fait, vous étiez resté calé sur l'ancienne loi avec simplement 5 dimanches. Mais je vois que finalement, vous êtes macronisé, parce que aujourd'hui, vous êtes en train d'utiliser l'arrêt de la loi Macron. Finalement, qu'on travaille beaucoup plus dans le commerce, beaucoup plus ouvert le dimanche sur Orange. Je trouve que c'est un petit peu de retard, mais bon. Moi, c'est ce que j'avais dit, mais peut-être qu'il y a eu quelques déraisons. Oui, bon, parce que... Bon, c'est ce que j'avais dit. En réalité, on est pour la liberté du commerce. Et là, on consulte les organisations syndicales, aussi bien patronales que salariées. Et ce sont elles qui se sont mis d'accord sur ces dates. Et on ne va pas les répondre, on ne va pas les empêcher de travailler. Ils demandent ça, on leur dit d'accord, puisque c'est dans la loi. La loi le permet. Oui, puisque tout le monde est d'accord. Non, tout le monde est d'accord. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 6, Denis Sabon. Adoption du nouveau règlement de formation de la mairie d'Orange. Considérant que ce dispositif nécessite une nouvelle rédaction du règlement de formation, considérant l'avis favorable du comité technique du 23 novembre 2018 sur l'adoption du nouveau règlement. Ce nouveau règlement de formation constitue un outil essentiel en matière de gestion des ressources humaines. Il est destiné à organiser et à fixer les conditions d'exécution de la formation au sein de la mairie d'Orange. Pour synthétiser, c'est un dépoussiérage, une remise à jour, on a changé beaucoup de choses. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le règlement de formation tel qu'annexé qui entrera en application le 1er janvier 2019, autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier et enfin préciser que ce règlement de formation sera notifié à chaque agent de la collectivité. Il y a des questions, oui. Il est bien que la loi prévoit une formation destinée à la fois aux fonctionnaires et aux élus. Et monsieur le maire, j'ai une question à vous poser. Comment avez-vous osé me proposer et m'inscrire à une formation pour les élus sans même me consulter sur le choix du thème ni le choix de la date? Ah bah c'est tombé tout seul. Non, mais que nous ne soyons pas au courant. Jamais vous aurez forcé à faire une formation. Ah non, mais justement, je ne vois pas pourquoi on vous propose une formation si vous ne voulez pas la faire. Est-ce que quelqu'un s'est gossé de vous, peut-être? Est-ce que quelqu'un ne s'est pas gossé de vous? Vous avez un document, quelque chose? Volontiers, parce que là, je ferai rectifier la chose. Je ne suis pas au courant. Moi non plus. Non, on ne se permettrait pas ça. France. C'est toi qui as fait ça. Non, franchement, là, désolé pour vous, mais on est pour les... Bon, si c'est la seule question, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 7. Approbation du plan de formation triennale 2019-2021. Le plan de formation est donc un document qui prévoit une période pluriannuelle, les objectifs et les actions de formation qui doivent être mis en œuvre pour permettre de contribuer à l'amélioration continue de la qualité du service public. Le plan de formation élaboré pour la période 2019-2021 a été présenté au comité technique le 23 novembre 2018. Il est basé sur 5 axes. Axe 1, accompagnement et développement des compétences managériales. Axe 2, adapter les ressources humaines de la collectivité à ses besoins et aux évolutions de ses missions publiques. Axe 3, la sécurité et la prévention. Axe 4, favoriser le déploiement de la transversalité et des démarches participatives. Et enfin, axe 5, soutenir les démarches de développement professionnel et individuel. Ces propositions d'action pourront en cours de période retenue faire l'objet d'adaptation en fonction des besoins
plus spécifiques qui pourraient apparaître. Enfin, les formations seront assurées prioritairement par le Centre national de la fonction publique territoriale, CNFPT, grâce à la cotisation patronale versée conformément à la loi. Soumis au comité technique le 23 novembre 2018, le plan de formation doit désormais faire l'objet d'une adoption par le conseil municipal. Il est donc demandé au conseil municipal de Bienvouloir approuver le plan de formation pour les années 2019-2021 et enfin autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier. Et les questions. Pas-t-il des questions? Je voulais vous demander, d'abord, il est précisé dans les formations individuelles les nombres de demandes. Donc je voulais savoir si ce sont les nombres de demandes que vous avez approuvées ou si l'ensemble des demandes formulées par les agents ont été acceptées. Et deuxièmement, en fait, je ne vois pas les préparations au concours. Parce qu'en fait, ce qui est important aussi, quand même, pour les fonctionnaires territoriaux, c'est qu'ils puissent suivre les formations à la fois qualifiantes et qui leur permettent aussi un développement de carrière. Donc, en fait, il va y avoir quelques informations là-dessus. Non, c'est juste les demandes qui ont été faites par les services. D'accord. Et pour les préparations au concours? On passe au vote. C'est prévu. Oui. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? C'est la loi. C'est la loi. C'est prévu. Hein. Tout le monde a voté? On passe au dossier numéro C'est le 8. 5e axe qui répond à votre question. C'est bon? Allez, convention d'adhésion au service de médecine préventive pour des missions prédéfinies auprès du centre de gestion de Vaucluse, CDG 84. Pour cela, il est nécessaire que cette mission générale soit confiée à un service de médecine préventive dont la finalité est d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail et de surveiller les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. Les collectivités territoriales peuvent remettre cette obligation spécifique à un service interentreprise ou bien à un service autonome. C'est ainsi que la ville d'Orange avait choisi depuis plusieurs années de confier la surveillance médicale et sécuritaire de ses agents à la IST, Association interentreprise pour la santé au travail du Vaucluse. Or, par courrier recommandé du 30 octobre 2018, la IST 84 a informé à la ville de son obligation de mettre fin à leur collaboration le 31 décembre 2018 en raison du départ successif de plusieurs médecins du travail, conjugué à la demande de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, de priorisation de leur action vers les entreprises du secteur privé. C'est pourquoi il convient de valider le principe d'adhésion au service de médecine préventive pour des missions prédéfinies, visite de reprise, visite d'embauche du centre de gestion de Vaucluse CDG 84 et de conclure une convention pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Celle-ci se poursuivra par tacite reconduction chaque année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties selon un préavis de 2 mois avant chaque échéance annuelle. Le montant de la participation annuelle due par la ville en contrepartie des prestations fournies par le service de médecine préventive du CDG 84 est fixé à la somme de 75 € pour les visites de reprise et 45 € pour les visites d'embauche. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir décider de confier la mission de médecine préventive pour des missions prédéfinies au centre de gestion de Vaucluse à compter du 1er janvier 2019. Préciser que les crédits nécessaires seront prévus chaque année au budget principal de la ville et enfin autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer la convention d'adhésion au service de médecine préventive auprès du centre de gestion de Vaucluse. Oui. Je ne sais pas si c'est le prix de libération, simplement. Normalement, les agents, ils ont une visite annuelle. Oui. Pour le moment, ce n'est pas pris en compte. On est en train de chercher. Vous savez que on a reçu une lettre recommandée 2 mois à la fin de l'année de la IST,
Donc pour se dépanner et dans l'urgence, le CDG a bien voulu accepter ces visites-là. Par contre, pour les contrôles annuels qui sont maintenant tous les 2 ans, tous les 3 ans, et qui passeront par manque de médecin du travail. Donc là, pardon. Ouais, il faut bien comprendre que si le citoyen lambda ne trouve plus de médecin, ben forcément, ça se répercute sur l'ensemble des utilisateurs de médecins. La politique faite par vos amis a détruit la médecine. Elle n'y est plus. Hein, il n'y a plus de médecins maintenant. Hein. Donc, il y a un déficit de médecins. Comment on fait? Hein, on va mettre des chapeaux sur la tête du patient et marquer médecin dessus et on fera semblant de soigner. Voilà. Hein, bravo. C'est encore une de vos réussites. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier suivant. Logement de fonction, soit par nécessité absolue de service, soit par occupation précaire, avec astreinte modificative. Pour rappel, il appartient au conseil municipal d'autoriser M. le maire à fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué à titre gratuit moyennant une redevance en raison des contraintes liées à leur fonction. À ce jour, 4 agents bénéficient de logements de fonction, à savoir logement de fonction pour nécessité absolue de service, le gardien du théâtre municipal, logement situé dans le théâtre municipal, le responsable du service de police, l'agent chargé du gardiennage et l'agent chargé du gardiennage de centre aéré au foyer. Or, un nouveau logement a été attribué au responsable du service de police municipale à la date du 1er décembre 2018, dont la valeur locative mensuelle s'établit à 835 € pour une superficie de 90 mètres carrés plus 15 € de charge. Il convient donc de fixer le montant de la redevance que devra payer ce fonctionnaire pour ce logement calculé comme suit, vous avez tous les explicatifs, que devra payer l'agent, un montant total de la redevance due par l'agent, 478,89 €. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir arrêter le montant de la redevance pour le nouveau logement de fonction pour occupation précaire avec astreinte du responsable du service de police municipale à 478,89 €. Préciser que le montant de cette redevance sera révisé chaque année au 1er décembre par application du taux de variation de l'indice de référence des loyers, référence étant prise au dernier indice connu, et enfin autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier. Y a-t-il des questions? La raison, en fait, parce qu'on comprend qu'il y a un logement de fonction au théâtre municipal, oui, parce que c'est indispensable. On le comprend à Beaucaillé, on le comprend également aussi à sa défaite. Mais d'un coup, là, le responsable de la police municipale, il a besoin de logement de fonction pour faire. Parce que le maire l'a décidé ainsi, parce qu'il est très très sollicité. Il faut qu'il habite pas très loin d'Orange, qu'il soit plutôt dans... Ah ben oui, en ville. C'est ce que prévoit la loi. Ça fait partie des gens qui peuvent demander un logement de fonction. Voilà. Parce qu'on est... Mais c'est la loi qui le prévoit. On estime que c'est nécessaire. C'est la loi qui le prévoit. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 10, Muriel Boudier. Approbation d'une nouvelle convention entre la commune d'Orange et le Centre national de la recherche scientifique de l'Université d'Aix-Marseille pour le suivi archéologique du chantier de l'Atlantique et du mur sud du bâtiment de Sèvres. Considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre de la poursuite des travaux de restauration de l'Atlantique, de bénéficier à nouveau d'un suivi archéologique réalisé par un établissement compétent, il convient d'établir une convention entre la commune d'Orange et le CNRS à Mû. Cette convention a pour objet de fixer les conditions nécessaires au financement de la mission du CNRS. Le montant total de l'opération est de 63 145 € hors taxes. Les établissements CNRS à Mû prendraient en charge 38 562 € hors taxes, tandis que la commune d'Orange accorderait un financement de 29 500 € TTC, soit 38,94% du montant global. En contrepartie, elle attend de la part du CNRS la remise d'un rapport scientifique concernant les résultats du suivi archéologique. Chaque partie pourrait ensuite utiliser les résultats de l'étude pour ses besoins propres de recherche.
Donc il est donc demandé d'approuver les termes de la nouvelle convention entre la commune et le CNRS pour le suivi archéologique des travaux de restauration du front de Seine et des parties attenantes du théâtre antique de la ville d'Orange, ainsi que son financement s'élevant à 29 500 € TTC. Préciser que les crédits seront inscrits au budget 2019 et autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer la petite convention ainsi que tout document relatif à ce document. Des questions? On passe au vote qui est contre, qui s'abstiennent, le vote s'est adopté. Je vous remercie. Dossier numéro 11. Le dossier numéro 11 concerne l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Avenir Cycliste Orangeois d'un montant de 600 €. Il y a toutes les questions. Oui. Oui. Merci. Comme d'habitude, ces subventions, on ne sait pas. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'explication dans la délibération. Donc il y a marqué plusieurs équipes qualifiées à la finale du championnat de France de duathlon. Très bien. Combien de personnes? Pourquoi il n'y a pas de cadre? Je vais vous répondre. Il y a une équipe de 6 personnes qui a participé à la finale du championnat de duathlon à Paris. Donc on octroie chaque fois 100 € par athlète qualifié au championnat de France. Donc 6 athlètes multipliés par 100 €. C'est 600 €. Plusieurs équipes, c'est 6 athlètes. Merci pour la multiplication. Ça dépend des équipes. Là, dans le cas présent, c'est une équipe de 6 athlètes. On va pas vous. On dit chaque fois facile. Pas du RSS. La guerre de la délibération. Allez, on va se faire. Qui est contre, qui s'abstient. Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 12, Anne Crespo. Alors, il s'agit de la décision modificative numéro 5 qui concerne le budget principal de la ville. Alors, vous aviez, donc, en recette de fonctionnement, nous avions été prudents dans notre estimation, donc nous avons un réajustement avec une compensation d'exonération de cette taxe d'habitation pour 190 000 €. Ensuite, en dépenses de fonctionnement, nous avons eu des besoins qui concernent entre autres le chapitre 011, puisque nous avons plus de colis de Noël à distribuer pour 60 000 €. Nous avons eu aussi au 62,83 des frais de nettoyage supplémentaires, puisque nous avons demandé une prestation en plus pour le Palais des Princes après chaque spectacle, pour 60 000 € aussi. Et ensuite, nous avons eu un besoin pour le chapitre 012 des charges de personnel qui concerne, entre autres, des rémunérations de salariés qui étaient en contrat non titulaire et qui passent en titulaire. Ce qui donc demande des réajustements. Dans les recettes, en investissement, nous avons bien sûr 0, et en dépenses, nous avons besoin au chapitre 20 et au chapitre 21 de réajuster pour que les services fonctionnent bien. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver ces modifications budgétaires et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier. Est-ce que vous avez une question, Madame Autant? Oui, toute petite question. L'évaluation de la compensation d'exonération de la taxe d'habitation, vous l'avez faite avec le Trésor, enfin avec le comptable? Oui, le Trésor. C'est lui qui l'a calculé. Madame Badini, oui. C'est petit. Au dernier conseil municipal, nous avons eu aussi une DM à peu près similaire. La dépense était un investissement, il y avait eu un gros trou. On avait eu un investissement de prévu, un prévisionnel à 4,5 millions. On avait un prévisionnel en dépense d'investissement, ce n'était pas tout à fait pareil, mais enfin, c'est juste une question annexe. Donc, nous avions un investissement de prévu de 4,5 millions. On avait eu un report de cet investissement de 3,8 millions parce qu'il n'y avait pas eu la dépense qui avait été faite. Vous n'avez pas réussi à dépenser l'argent, sans disant. Par contre, il y avait une ligne qui était totalement la même. C'était en dépenses, les frais d'études, on avait déjà moins 400 000 €. C'est encore moins 400 000 € qui se rajoutent à ceux de la semaine, du dernier conseil municipal, ou ça en est d'autres? Oui, ce sont les frais qui se rajoutent cette année. Donc ça veut dire qu'on a encore des frais d'études de moins 400 000 € qui n'ont pas été faits. C'est ça? Ils ne sont pas faits cette année. Effectivement, ils seront ça fait moins 400 000 €.
400 000 ce coup-ci, donc ça fait encore 800 000, vous n'avez pas pu dépenser. Alors, forcément l'appel un budget SNCF. Les travaux n'ont pas pu être lancés pour différentes raisons. Si je peux juste intervenir, si je suis votre logique, vous dites que c'est un budget insincère. Sauf que quand vous votez un budget en décembre, que la loi des finances n'est pas sortie, par nature même, il est insincère. Tous les budgets sont insincères à ce moment-là parce que vous n'avez pas les modalités de calcul de vos dotations, vous ne savez pas votre FPIC, votre FNG, qu'est-ce que vous faites. Et concernant plus particulièrement les frais d'études, donc nous prévoyons des grandes masses en cours d'année, et comme le budget est prévisionnel, au fur et à mesure de la réalisation des avancées ou des retards, on enlève ou on rajoute dans certains chapitres pour arriver à l'équilibre. Ce n'est plus loin que ça. Il n'y a rien d'autre de caché. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc le numéro 13 concerne l'indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor. Donc cette année, nous avons eu plusieurs comptables du Trésor sur différentes périodes et il s'agit cette fois-ci de M. Brunel qui a pris ses fonctions le 1er septembre et donc nous lui devons 120 jours d'indemnité pour un montant de 1 457,56 €. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer favorablement sur ce versement et de préciser que les crédits nécessaires ont été prévus au BP 2018 à la fonction 20, article 62-25. D'autoriser Monsieur le maire et l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs au dossier. Je pense que vous n'avez aucune question là-dessus. Non, moi, ma seule inquiétude, c'est de voir défiler les comptables du Trésor. Alors, je ne sais pas, il y a une malédiction sur Orange, c'est un numerus clausus qui ne le fait pas. C'est étonnant, quoi. Voilà, c'est juste ça. C'est gênant. c'est l'opposition. Le comptable du Trésor précédent était là depuis un certain nombre d'années. Il a arrêté pour en prendre une autre. Entre-temps, il y a eu uniquement un intérim avant que M. Brunel puisse prendre ses fonctions au 1er septembre. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc le budget, le numéro 14, le numéro 15 et le numéro 16 concernent les mêmes dépenses d'investissement. Est-ce que vous nous autorisez, Monsieur le maire, à ce qu'on les traite en même temps? Moi, je veux bien, mais il faut que l'opposition soit d'accord. Voilà. Donc, cela concerne l'autorisation d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement jusqu'au vote du budget primitif 2019 de la ville et des budgets annexes. Dans le cas où le vote primitif n'a pas été fait au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, Monsieur le maire est en droit de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de 80% des crédits ouverts de l'année précédente sans prendre de délibération. En outre, pour assurer la continuité des travaux et certaines dépenses d'investissement, Monsieur le maire est autorisé à prendre une délibération pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite des 25% des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Les lignes concernées doivent être explicitement mentionnées dans la délibération présentée par l'Assemblée délibérante. Ces dépenses concernent la dette, ne sont pas concernées par cette délibération car étant des dépenses obligatoires. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser d'inscrire les crédits d'investissement correspondant à 25% des inscriptions budgétaires 2018 sur le budget primitif et d'autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à engager, liquider ou mandater avant l'adoption du budget les crédits énoncés ci-dessus dès le 1er janvier 2019. Et donc, cela concerne le budget principal de la ville, le budget annexe des pompes funèbres et le budget annexe du crématorium. Avez-vous des questions? Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Continue, monsieur. Donc, c'est la décision modificative numéro 3
sur le budget annexe du transport, avec en recettes, en fait les recettes et dépenses doivent être ajustées. Merci. Et au niveau des recettes, c'est les 19 544 € qui seront pris sur le versement de transport pour être ensuite aux charges en dépenses aux charges exceptionnelles, 67, de la même somme d'ailleurs, 19 544. Avez-vous des questions? Non. Monsieur le maire, vous pouvez passer au vote. On passe au vote, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, c'est adopté. Merci, c'est une... Voilà, alors là, il s'agit également de l'engagement de 25%. Vous avez des questions? Monsieur le maire. Contre, qui s'abstient, qui est pour, c'est adopté. Vous en remercie. Dossier numéro 19, Xavier Marco. Monsieur le maire, vous l'aviez présenté tout à l'heure. En tout début de séance. Oui. Alors, dossier suivant. Les deux dossiers suivants, pareil, sont devenus caducs, puisque l'arrêté préfectoral. Laissez-moi l'expliquer. Monsieur le maire, les délibérations 19 et 20 sont devenues caduques, puisqu'on a reçu l'arrêté préfectoral, tout à fait récemment, pas plus tard qu'hier, concernant le transfert de la compétence eau et assainissement. Donc, les 25% budgétaires à provisionner pour 2019 seront effectués par la CCPRO. Excusez-moi, vous n'avez pas traité le dossier 19. Vous avez lu la délibération, mais on n'a pas traité puisque vous étiez trompé. On n'a pas pu discuter, on n'a pas pu discuter. Non, on n'a pas discuté. Non. Vous deviez le présenter et logiquement, on doit pouvoir intervenir. On n'a pas discuté. Non, M. Marco. Ce dossier, s'il n'est pas présenté, on demandera au préfet qu'il soit annulé. Oh, mais je veux bien qu'on y revienne de toute façon. Hein. Alors, présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets de la communauté des communes du Pays d'Orange. Vous avez le rapport et vous pouvez poser les questions que vous voulez. Merci. Donc, ce dossier, ça traite des déchets publics d'Orange et de la CCPRO. Les déchets, c'est un gros thème, et c'est pour ça qu'on était quand même un petit peu embêtés que vous passiez dessus. Alors, pour que tout le monde comprenne bien le recul et pourquoi je suis autant atterrée par ces rapports, et pourquoi pour Orange, votre politique, et pour la CCPRO est devenue maintenant une malédiction, il va falloir que je revienne au départ. En 1995, vous êtes élu. La toute première chose que vous faites en 1995, c'est de retirer tous les conteneurs de tri dans les coins d'Orange. Vous les stockez au service technique. En 2002, avril, on ferme le site Euro parce qu'il y avait pollution, il y avait des problèmes. Vous réinstallez tous les petits conteneurs qui avaient été stockés dans vos services techniques, en faisant un bel article dans l'Orange Vérité, on est les meilleurs. Et pendant plusieurs années, on est les meilleurs, on trie bien, on est les meilleurs. Sauf que, au départ, avec M. Grandjean, vous n'étiez pas trop d'accord en 2002, et vous envoyez tout incinérer à Beuden. Puis, vous êtes mis d'accord, et la montagne a monté. Mais le tri, on n'en a pas trop vu la couleur. On rentre dans la CCPRO. La CCPRO, elles avaient un système qui fonctionnait à peu près avec les déchets. Elles étaient très performantes. Ils étaient même premiers de la classe. Aujourd'hui, la CCPRO, c'est la malédiction du système Compas, elle est devenue dernière de la classe. Alors vous êtes le meilleur pour la gestion des déchets, pardi. On a une belle colline qui en témoigne. Vous êtes le meilleur parce que, on a un indice de réduction des déchets qui est nul. 1,7%, alors qu'on devrait être pas loin des 10%. On a un coût de traitement des déchets sur Orange, il est à 115 € la tonne. Pour l'ancienne Sorgue et Bédaride, qui ont adhéré à une autre communauté de communes, qui vont leur faire incinérer leurs déchets sur Vedennes, c'est 105 €. On est 10 € plus cher. Donc expliquez-moi le bon système Bombard, qui fait que finalement ce n'est pas un avancé, qu'on a un gros recul. Depuis 1995, Orange recule.
Depuis qu'en 2014, HSC Pro a reculé. Voilà votre système. Et c'est pas la peine de faire comme tout à l'heure, blablater pendant 30 minutes pour déformer de manière malhonnête nos propos. Essayez d'être moins de manière de répondre un petit peu honnêtement, parce que assumez votre politique. Je voudrais défendre sur cet aspect le point de vue du contribuable. La mise en place des points d'apport volontaire est d'abord d'une laideur remarquable, dangereuse et nuisible pour les personnes à mobilité réduite. Mais sur le fond, le contribuable se voit imposer une contrainte supplémentaire d'amener ses détritus au point d'apport volontaire. Que ce soit à pied ou en voiture, c'est bien lui qui va faire le tri, c'est bien lui qui va aller de sa maison jusqu'au point d'apport volontaire, ce qui se représente une contrainte supplémentaire. Sauf que, eh bien, la feuille d'impôt ne baisse pas. La mise en place des points d'apport volontaires a été au départ vendue pour une économie de masse salariale, parce qu'on nous a expliqué qu'une personne allait faire le travail de 3. Et là, je me dis, le compte n'y est pas, et probablement ce système tel qu'il est mis en place actuellement va dresser les orangeois contre le principe même du tri sélectif, ce qui est bien dommage. Bon, monsieur le secrétaire général responsable de ce dossier. Bien, alors, quant à réponse à la première question, alors, depuis 1995, je n'y suis pas, mais depuis 2014, j'y suis, depuis 2016, je suis aussi à la direction des moyens opérationnels. Moi, je peux vous assurer qu'à contrario de ce que vous dites, madame, c'est que je pense que les choses avancent bien. Alors oui, effectivement, les tarifs des sorgues vont désormais incinérés à Vedel. Puisqu'ils ont quitté la CCPRO. Il s'avère que nous avons passé un marché et qu'aujourd'hui nous ouvrons les prix. Il y aura une commission d'appel d'offres le 19 décembre. Et vous verrez qu'à n'en pas douter, nous devrions nous aussi aller vers Vedel puisque le Delta Déchets a fermé. Donc ça c'est la première en date. Sur le traitement, enfin pour répondre à M. Laroyer, alors moi je ne trouve pas laide, c'est quoi là? Je trouve même plutôt sexy. Comme on a jugé aussi le maire de Perpignan, le maire de Barcelone et plusieurs présidents d'Interco. Ils ont trouvé suffisamment de pour les installer chez eux. Ils sont mal placés. Je répondais tout à l'heure à Mme Lamy que nous avions placé sur des points de division stratégiques, mais que nous récupérions les doléances des personnes, parce qu'on en a bien évidemment, et qu'une fois qu'on les avait tous placés, on étudierait chaque demande. Elles peuvent bouger dans notre elles peuvent bouger. Elles bougeront si on considère que la demande est légitime. Dans tous les cas, on demande aux personnes d'envoyer leur demande à l'adresse suivante, tirmop@ccpro.fr. On récupère tout et ensuite on étudie. Mais je souhaite d'abord que l'on puisse accompagner le placement. Alors oui, effectivement, excusez-moi monsieur le maire, monsieur Laroyer, oui, effectivement, ce sont des personnes qui a amené le tri. Il s'avère que depuis quelque temps, moi je le fais, dans une autre communauté de communes que celle pour laquelle je travaille, il s'avère que donc je fais un geste de tri sélectif. Et il s'avère de fait que mon tri sélectif a augmenté de manière vraiment très impressionnante. Et que ma poubelle, mes ordres ménagers pèsent d'autant. Alors, je ne vous prends pas cet exemple privé pour vous expliquer comment ça va fonctionner, mais la solution qui nous est apparue la plus évidente pour nous conformer à la loi, c'est-à-dire comme vous voyez dans le rapport avec des baisses d'ordures ménagères et des augmentations de tri sélectif, ne nous a pas paru d'être le porte-à-porte qui satisfait effectivement peut-être le plus grand nombre puisqu'on se contente de sortir le conteneur, mais d'offrir à une bonne partie des orangeois et une bonne partie des habitants de la CCPRO la possibilité de faire le tri de tous les flux, papier, carton, verre, EMR, avec en plus, je le rajoute, l'extension du consigne de tri qui permet dans les EMR, donc les emballages ménagers, résiduels, de rajouter ce que l'on ne jetait pas habituellement. Les pots de yaourt, les pots, les petits cellophanes de jambon, etc., etc. Alors moi, je fais pareil que ça va fonctionner. Ceci dit, nous allons dire. Merci.
Bon, moi, je vais continuer de répondre, puisque, comme d'habitude, j'ai été pris à partie. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'elle a? Note l'heure de ton intervention. Mais peut-être, je vous laisse parler aussi longtemps que vous voulez. Peut-être que je peux me laisser parler aussi longtemps que je veux. C'est comme ça. Hein, voyez toutes les collectivités, voyez ce qui se passe à l'Assemblée, et oui, le président, il répond, il laisse parler, puis il répond après. Et si ça vous embête, vous pouvez sortir, hein, vous gênez pas, vous ne me manquerez pas. Alors, vous n'avez pas aucune éducation. Est-ce que vous pourriez me laisser parler? Alors, en 1995, j'étais dans l'opposition, mais je n'ai pas mémoire qu'il y avait un tri sélectif. Vous pouvez vous taire. Je n'ai pas mémoire qu'il y avait un tri sélectif, mais on a un adjoint de l'époque, il peut peut-être nous éclairer. En tout cas, moi, là où je suis, là où j'habite, il n'y avait pas de tri sélectif. Et j'ai habité en ville avant, il n'y avait pas de tri sélectif non plus. Donc je ne sais pas où vous l'avez rêvé, votre tri sélectif. Moi, je n'en ai pas eu connaissance. Par contre, ce dont je me rappelle, c'est que quand j'ai été élu, effectivement, il y avait le Citoro. Il y avait le Citoro qui faisait de l'incinération pour plusieurs communes. Et cette incinération, pour une somme, pour un coût respectable, cet incinérateur était devenu caduc, il fallait en faire un autre. Et il avait été projeté de le faire sur Carpentras pour l'ensemble du bassin du Nord-Vaucluse. Il n'y a qu'un problème, c'est que le coût de cet incinérateur qui était prévu était à peu près du double de ce que coûtait l'incinération au Citoro. Et que, très honnêtement, pour moi, ce dossier sentait le soufre. Hein, vous mettrez dans le soufre ce que vous voulez. Donc j'ai combattu ce dossier et effectivement je l'ai fait avorter. Moyennant quoi, nous sommes allés au Sidomra qui coûtait la moitié moins cher que ce que devait coûter l'incinérateur de l'époque. Mais sûrement qu'il y avait des intérêts. Donc on est allé au Sidomra, c'était assez cher et pendant le même temps, dans le centre d'enfouissement d'Orange, des gens de partout venaient enfouir à Orange et polluer Orange. Et quand il nous a été proposé de profiter de cet enfouissement à Orange qui coûtait beaucoup moins cher que l'incinérateur du Sidomra, bien évidemment, on a accepté, puisque cet enfouissement était légal, validé par la préfecture, coûtait bien moins cher, et s'il y avait bien quelqu'un qui avait le droit d'enfouir, c'était Orange, puisque la pollution que pouvait éventuellement apporter cet enfouissement était sur Orange. Par contre, on a essayé de demander à la structure qui enfouissait qu'il enfouisse un peu moins pour les étrangers et qu'il réserve un peu plus pour les Orangeois cet enfouissement. Et je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de répréhensible dans cela. Je le revendique hautement et j'ai servi les Orangeois de mon mieux en faisant ainsi. Et puis, les choses ont évolué et on a été obligé de rentrer au Citoro, à la CCPRO, et la CCPRO avait deux modes de traitement des ordures ménagères selon les communes. Certaines communes dont Sorgues allaient au Sidomra, d'autres communes, dont Orange, enfouissaient à Orange. Dans le même temps, cette structure d'enfouissement qui était acceptable sur Orange l'est devenue de moins en moins dans la mesure où la colline commençait à monter, la colline d'enfouissement commençait à monter. Donc à ce moment-là, nous avons demandé à ce centre d'enfouissement d'arrêter son fer parce qu'il devenait polluant. On est intervenu auprès de la préfecture d'une manière constante pour que cela s'arrête, mais bien sûr, tant que ça marchait,
ben, autant valait-il en profiter, puisque ça continue d'accepter des déchets venus de partout. Donc, que la colline monte avec nous, sans nous, à tant faire, il valait autant qu'elle monte avec nous, puisque ça nous générait des économies. Donc, on a combattu vigoureusement la pollution que ça apportait, mais on a continué d'en profiter, ce qui était bien la moindre des choses, parce que sinon la colline aurait continué de monter quand même. Parce que, bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, et d'où que viennent les déchets, à partir du moment où ça rapporte en les enfouissant, là, la structure le faisait. Bon. Donc, la position que nous avons défendue constamment, depuis 22 ans, est claire, limpide, et je suis prêt à affronter quiconque sur la qualité du service que nous avons apporté. Maintenant, la situation est différente. L'enfouissement ferme. Suite à nos interventions multiples et variées, à nos interventions en préfecture, cette centre d'enfouissement ferme. Donc, il faut trouver notre solution. La loi nous impose de trier au maximum. Donc, nous développons le tri. Et c'est vrai que le tri est facilité par le fait que les multiples, qu'on puisse le faire sur place. Et c'est vrai que c'est plus compliqué pour l'utilisateur, mais le coût de l'enlèvement des ordures ménagères est un coût qui va en augmentant constamment. Les taxes de l'État qui frappent le traitement des ordures ménagères est de plus en plus élevé, donc nous y travaillons, et c'est vrai que nous avons pensé que cette solution était la moins mauvaise possible. C'est pas idéal, mais c'est la moins mauvaise possible, et en tout cas, on se confronte au réel, on se confronte à la réalité de ce qui se passe. On va travailler avec les riverains et on en tirera des leçons, parce que nous n'avons pas la prétention, comme vous, d'avoir la science infuse. Nous avons la prétention de nous battre pour le bien commun, de tirer les leçons jour après jour et ne pas nous noyer dans un orgueil immodéré comme certains, vous en particulier, qui croyez tout savoir et qui montrez votre incompétence partout où vous pouvez l'assumer. Vous avez été à la région, on a vu avec quel talent vous l'avez fait. Donc, on passe au vote maintenant. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, le dossier est adopté et la séance est levée.